et à une certaine paresse. Sa route croise à nouveau Virginie, la femme à qui elle a administré une fessée au lavoir 5 ans plus tôt. Les deux femmes sympathisent, deviennent amies. Virginie lui donne des nouvelles de Lantier et joue la tentatrice. Gervaise se remémore son passé et s'inquiète de sa propre faiblesse. Seule la compagnie de Goujet, toujours amoureux d'elle, la rassure. Poussée par Virginie, Gervaise organise une grande fête, un festin, au cours duquel elle offre une noix rôtie à ses 14 invités. Elle s'est lourdement endettée, mais peu importe, elle prend sa revanche sur son passé, un passé qui ressurgit d'ailleurs pendant le repas avec le retour de Lantier. Gervaise se laisse aller et son affaire commence à décliner. Lantier, qui est devenu l'ami du couple, se met à fréquenter l'assommoir avec Coupeau et s'incruste de plus en plus chez eux. Très rapidement, et avec la bénédiction de son mari, Gervaise retombe sous son emprise. Les dettes s'accumulent, elles s'enfoncent un peu plus tous les jours. Poussé par Lantier, Coupeau continue sa débauche. Un jour qu'il rentre plus ivre que jamais, Gervaise retombe dans les bras de son ancien amant, qui a désormais la maison sous sa coupe. La blanchisserie perd peu à peu ses clients, la blanchisseuse sombre un peu plus chaque jour dans la déchéance, et elle ne se lave plus et commence à boire. Alors que Goujet l'informe que tout est fini entre eux et qu'il ne l'aidera plus, elle est contrainte de céder sa boutique à Virginie. Désormais installé dans la misère, le couple emménage dans un sinistre appartement, au 6e étage de l'immeuble, dans le coin des Pouilleux. Tous deux vivent désormais dans la hantise de l'expulsion. Nana a fui et ses fils se tiennent éloignés depuis longtemps déjà. Coupeau et Gervaise sont désormais tous deux alcooliques. Elle est devenue sale et bouffie. Elle touche le fond. La fatalité continue à s'acharner. Alors qu'elle a été contrainte de vendre son commerce à Virginie, son amie, elle doit accepter pour survivre de faire le ménage dans son ancienne boutique. Virginie lui porte le coup de grâce. Elle la contraint à laver le sol sous les yeux de Lantier, devenu son amant. Nana, maintenant fleuriste, se fait entretenir par un vieil homme fortuné. Coupeau, de plus en plus miné par l'alcool, est interné à Sainte-Anne. Gervaise est à la dérive. Coupeau devient fou et meurt peu de temps après, la laissant encore plus seule et désespérée. Lorsque l'hiver arrive, totalement démunie, pour survivre, Gervaise doit se prostituer sur les grands boulevards parisiens, à demi morte de faim. Alors que se poursuit quelque temps encore sa déchéance, dans une indifférence totale, elle s'éteint dans sa dernière demeure, une niche d'escalier. Je suis né le 2 avril 1840, d'un père natif de Venise et d'une mère française originaire de la Beauce. Je suis né ici, à Paris, en plein centre d'un des quartiers populaires. Mon père était ingénieur et réalisa quelques grands travaux de canalisation dans la région d'Aix, près de Marseille, où il mourut en 1847. J'ai grandi en Provence, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, et j'ai commencé mes études au collège de la ville d'Aix. Revenu à Paris en 1858, j'ai connu une période de grande misère. J'ai terminé mes études secondaires au lycée Saint-Louis et passé quelque temps à feignanter avec l'insouciance d'un poète. C'est ainsi qu'Émile Zola, arrivé à l'âge de la maturité, résumait les 20 premières années de sa vie. Il n'a que 7 ans lorsque son père meurt. Ce décès plonge la famille dans l'instabilité financière. Son père, comme tous les ingénieurs civils de l'époque, s'étant endetté pour l'étude
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.